tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième table ronde dans le cadre du Focus Immortel. Donc nous avons un sujet qui est le temps de la peinture face au flux des images actuelles. Et on va discuter aujourd'hui avec 4 artistes invités qui sont des artistes de différentes générations qu'on a conviés, alors qui étaient liés effectivement au parcours immortel du Grand Palais, mais pas que, aussi à l'exposition immortelle que nous avions fait avec Numain Boursin au MoCo. Et aussi des figures aînées qui, comme Jean-Michel Alberola qui est ici présent, qui a été professeur en fait aux Beaux-Arts de Paris et qui a été professeur d'ailleurs de Julien Desmontiers qui est là présent, Marcos Carrasquer, Nazanin Pouyandé. Donc cette table ronde a pour sujet le temps de la peinture face au flux des images. Et on va être amené à discuter aujourd'hui de ce qui fait en fait la spécificité du temps de la peinture et de ce qui en elle finalement résiste à ce flux intempestif de l'actualité, des images qui assaillent notre quotidien dans le flux des médias, des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ce temps de la peinture ? On va essayer d'évoquer avec ces 4 artistes aux 4 univers singuliers, trois épaisseurs, je dirais, de cette question du temps. Le temps long de la peinture, qui en fait n'est pas vraiment une histoire, je dirais, au sens linéaire et progressiste du terme, mais qui est faite de mouvements où la tradition, le passé est une présence agissante, où évidemment la peinture surgit et nourrit, en fait, la peinture du passé nourrit la peinture actuelle. Et c'est un petit peu ce temps long de la peinture à travers la question des musées imaginaires et de la façon dont le peintre, en fait, à l'atelier se nourrit de la peinture qu'on évoquera entre autres. Le temps aussi de l'atelier, le temps de la création, avec justement ce travail de la matérialité qui fait que la peinture, ce n'est pas une image, justement. Il y a un travail de surface, un travail de temps long, en fait, dans le faire du tableau, qui résiste aussi au flux, justement, de la vitesse, de la rapidité des médias et de la société actuelle. Et le troisième point de cette question du temps, c'est évidemment la question du temps du regard, parce que l'œuvre est comme un corps vivant, en fait, qui se lève devant nous, qui est une présence et qui se lie, en fait, dans une surface sur laquelle le regard circule. Et dans ce voyage, dans cette circulation du regard, eh bien, on découvre, en fait, différents sens. Et dans cette question justement du regard, on verra qu'il y a souvent des façons différentes d'entrer dans la peinture et qu'évidemment la peinture n'a pas un sens de lecture unique, mais qu'on retrouve à travers le morcellement, l'hybridation, la saturation au sein de l'image, de la peinture. On a une épaisseur, en fait, sémantique. Donc épaisseur sémantique, épaisseur symbolique, épaisseur temporelle. C'est un peu toutes ces questions qu'on évoquera aujourd'hui. Alors j'aimerais commencer justement cet échange avec Jean-Michel Alberola qui est ici présent. Jean-Michel, en fait, vous avez une pratique depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui qui est, par essence, je dirais, une pratique mouvante, c'est-à-dire une pratique hybride qui migre, en fait, d'un médium à un autre. Vous n'avez cessé d'ouvrir, en fait, le champ de la peinture justement au cinéma, à la littérature, à l'usage des mots. Et dans cette pratique vivante de la peinture, bien évidemment, quand vous êtes à l'atelier, vous n'êtes jamais seul. Vous avez la présence, j'ai une citation de Manet en tête qui disait « Quand je suis à l'atelier, quand je mets les mains dans ma poche, je croise des milliers de doigts d'autres peintres. » Donc évidemment, c'est un peu le propre de tout artiste. Et vous particulièrement... la question justement du dialogue avec l'histoire de la peinture, elle s'est posée et j'aimerais qu'elle se pose depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on revienne en fait sur la question des années 80, Jean-Michel, comme préambule, parce que c'est un moment particulier où justement la question de la citation que vous convoquez en fait de manière assez directe, chose que vous arrêterez de faire par la suite, vient en fait jouer un rôle, c'est comme un socle, un moyen, à un moment justement où dans les années 70, l'idéologie avant-gardiste parle de fin de la peinture, et où à un moment justement où vous reposez la question de refaire la peinture. Est-ce que vous pourriez nous parler de comment
comment justement la tradition, à ce moment-là, de façon tout à fait naturelle, évidemment, puisque c'est l'histoire de toute la peinture qui s'écrit par ces dialogues, comment elle joue, vous citez justement cette idée de force vivante, en fait, de force du passé de Pasolini, cette citation que vous avez sur vous d'ailleurs de Pasolini, que j'aime beaucoup, que vous pourriez lire aujourd'hui si vous l'avez avec vous. Est-ce que vous pouvez parler de, de comment en fait la tradition a joué ce rôle de force vivante et de force active à un moment où vous reconstruisez en fait la peinture et le tableau? Et donc je vous coupe, mais on a sous les yeux, en fait, je vais faire dérouler les images en même temps que je parle. Et du coup, ici, on a justement des tableaux qui sont des tableaux des années 80. C'était un peu un préambule. Et après, je vous montre les tableaux qui suivent. Ce sont des tableaux qui s'échelonnent entre les années 90 et aujourd'hui. Et donc ici, vous voyez, on a vraiment des tableaux où on retrouve des figures de l'histoire de l'art qui sont convoquées. Et je laisse parler Jean-Michel sur cette question des modèles, en fait. Quel modèle vous avez convoqué et comment c'est posé à vous cette question de la présence vivante de la tradition? Je ne sais pas comment je vais commencer, mais disons que moi, dès le départ, même avant de commencer la peinture, je savais que je venais après tout le monde. Donc, position, c'est une position de force de venir après tout le monde, quoi. Donc, c'est-à-dire on est précédé par l'histoire de la peinture, de la littérature, de la philosophie, des mathématiques, etc., etc. Donc il y a beaucoup de monde qui sont derrière nous. Nous, on est la surface, le travail que l'on fait avec le monde qui est derrière nous, il est le résultat de ce monde qui est derrière nous. Donc c'est-à-dire que j'aurais pas pu peindre comme ça s'il n'y avait pas eu Poussin ou Cézanne ou je sais pas quoi, Rauschenberg ou je sais pas quoi. C'est-à-dire il n'y a rien, ça pousse pas comme les champignons si vous voulez, ça vient de quelque chose de plus loin que nous, quoi. Donc dès le départ ça a été ça. Après le problème de la citation je l'ai jamais quitté, je continue à faire des citations tout le temps parce que c'est, disons que ce qui m'intéresse beaucoup c'est travailler avec les morts, quoi. C'est pas, ça c'est Genet qui dit ça à propos de Giacometti, il faut travailler par rapport aux morts. Est-ce que les morts méritent notre travail? Est-ce qu'on mérite le regard des morts, etc. Les vivants, ça va. Les vivants, ça passe, ça vient. Un coup, ça aime ce que vous faites. Un coup, ça n'aime pas. Disons que le présent, c'est un truc étrange, quoi. Mais disons que le passé, donc, est très, 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 très présent. Mais il est présent naturellement dans le travail de toutes les personnes qui sont concernées par une pratique artistique. Que ce soit la littérature, le cinéma, tout ça. Godard, quand il fait l'histoire du cinéma, c'est il parle que des films qu'il y a eu avant lui. Moi, je connais des historiens du cinéma, des trucs comme. Je fréquente beaucoup les gens du cinéma, mais après les peintres, ben, il y en a plein. Moi, je suis pas tout seul. Ce qui m'intéresse, c'est de pas être tout seul. C'est pas, ça n'a aucun intérêt. Donc, disons que je fais avec. On fait avec plusieurs choses. On fait avec ce que nous sommes, c'est-à-dire avec les handicaps qu'on a, quoi, puisqu'on on va partir du principe qu'un artiste est un handicapé, hein, donc sinon il ne ferait pas ça. Donc avec ce que nous sommes et ensuite avec ce qui nous a précédés. Donc après on peut faire avec ce qui est notre présent. Mais bon, faire avec notre présent c'est un peu plus volatile. Voilà. Donc c'est simplement avoir une base, c'est tout. Donc la phrase de Pasolini. Oui, la phrase de Pasolini. Voilà, parce que Amélie veut que je la cite. C'est parce que cette phrase, je l'ai gardée en mémoire. J'adore Pasolini. Et je trouve que c'est très représentatif aussi de la pratique en fait, de Jean-Michel Alberola et peut-être même aussi du rapport de tous sur la question de la force active et agissante, vivante du passé, quoi, D'ailleurs, c'est pareil pour l'écrivain qui écrit, qui regarde l'écriture. Enfin, je veux dire, c'est un peu le tout processus de création ne vient pas de rien. Et Pasolini lui-même, son cinéma, il est fait en fait comme ça d'une réactivation des grands mythes avec une confrontation au populaire. C'est vraiment cette hybridation en fait qui caractérise aussi le cinéma de Pasolini. Et cette citation, je l'avais gardée en mémoire et je voulais du coup que je savais que Jean-Michel l'avait parfois sur lui, mais je savais pas que vous l'aviez tout le temps. C'est dans le film, c'est le Poésie en forme de rose, hein, qui date de 64. Donc
dans le film de Pasolini, La Ricotta, à un moment donné, on voit Orson Welles, qui est le metteur en scène d'un film qui est en train de se tourner, mais le film de Pasolini, La Ricotta, c'est un film qui est en train de se tourner. Et Pasolini est remplacé, et disons, on va dire, il est joué par Orson Welles. Et il y a un journaliste qui vient interviewer donc Pasolini Orson Welles sur le peuple italien. Il dit que c'est le peuple le plus inculte du monde, le peuple italien. Ensuite, il pose une deuxième question qui est, je ne sais plus sur quoi, sur Fellini. Sur Fellini, il lui dit Fellini, et Orson Welles répond Fellini, cherche un peu, puis il dit il danse. Donc c'est ce que pensait Pasolini de Fellini. Et ensuite, il lui pose une question sur son film, qu'est-ce qu'il est en train de faire, je ne sais plus très bien la question. Et donc Pasolini, donc Orson Welles répond, donc il dit « Je suis une force du passé, tout mon amour va à la tradition, je viens des ruines, des églises, des retables d'hôtels, des villages oubliés des Apennins et des Préalpes, où mes frères ont vécu. Et moi je rôde fœtus adulte, plus moderne que n'importe quel moderne, pour chercher des frères qui ne sont plus. » Voilà. Ça, Oui, plus moderne. Donc il est plus moderne que les modernes. Alors là, après je finis mon truc, après j'espère que c'est bon. Pour finir sur l'histoire du passé, donc on demande à Rauschenberg. Rauschenberg en 61, non, un peu plus tard, 63. Et donc Rauschenberg a déjà montré les tableaux noirs et les tableaux blancs qui sont des espèces de bouleversement total comme ça de tout l'art moderne. Et on lui demande, il y a un journaliste qui lui dit, mais ce que vous faites, vous, c'est une table rase. Et Rauschenberg, il dit pas du tout. Pas du tout. Alors pourtant, Rauschenberg, au début, on a l'impression qu'il fait une table rase. Il dit pas du tout, et il raconte l'histoire suivante. Donc il est à Rome, il est assis sur le forum, dans le forum romain, et tout d'un coup, il y a une taupe qui sort devant lui, devant ses pieds. Et donc la taupe a rejeté de la terre pour sortir, et il voit un petit morceau de bleu et un petit morceau de rouge. Et il s'aperçoit que ce qu'a sorti la taupe, c'est des fragments de murs romains. Et alors, il dit, moi je suis comme la taupe, je suis une taupe archéologue. Il dit ça. Voilà. Et donc, Rauschenberg, qui est quand même 63, c'est une claque totale contre tout l'art. D'ailleurs, ça va faire l'art contemporain, parce qu'il va y avoir le prix de la Biennale de Venise, etc., etc. Et donc, Rauschenberg va dire, non, je ne fais pas table rase. Donc il vient aussi de cette histoire de la tradition et tout ça. Donc ce que je fais, c'est un truc normal pour moi. Il n'y a pas de... C'est le minimum, quoi. Voilà. Et il y a quelque chose sur lequel je rebondis, du coup, par rapport à ce que vous dites, Jean-Michel, sur Rauschenberg, parce que ça me fera un point d'accroche avec Julien Desmontiers sur la question du collage, qui était vachement intéressante chez toi, Julien. En fait, Jean-Michel, j'aimerais quand même que vous fassiez un sort, parce que quand vous parlez de Rauschenberg, qui est d'ailleurs, c'est encore vraiment présent là sur les tableaux, on a des choses, là maintenant à l'image, des choses qui sont plus récentes que vous pouvez voir. Il y a la question de la surface, en fait. Quand vous parlez du tableau, Jean-Michel, justement, c'est pas une image. Et la question du tableau, pour vous, c'est une histoire de surface. Alors, quand je dis une histoire de surface, je pense vraiment au sens deleuzien, c'est-à-dire l'idée que l'œil circule sur un plan, et que ce plan, en fait, c'est l'idée que la peinture traduit en fait pictural un réel donné, et qu'il y a effectivement quelque chose qui n'appartient qu'au tableau. C'est la loi propre au tableau. Et vous avez par exemple Rauschenberg, mais aussi Matisse, Manet, tous ces modernes qui ont ouvert en fait une forme de modernité où justement la peinture suggère, indique, rend la forme, mais aussi la soustrait au regard. Et donc, comment vous définiriez, vous, cette question, en fait, de qu'est-ce qu'un tableau pour vous, Jean-Michel, par rapport à cette idée de la surface ? Et par rapport à ce dialogue, justement, à Rauschenberg, et au fait, par exemple, que vous utilisez, comme Rauschenberg, le collage, et que parfois vous emboîtez sur les tableaux récents, Le Roi de Rien, par exemple, un tableau sur un autre. Ça viendra après, ouais. Non.
Bah, je sais pas, de toute façon, un tableau, c'est un truc carré ou rectangulaire qui s'accroche sur un mur. Il n'y a pas plus de surface que ça, quoi. C'est pas, je vois pas. C'est comme quand je vois, je sais pas, 11 joueurs courir après un ballon, c'est du football, quoi. C'est un truc, c'est le minimum. J'ai jamais, je n'invente rien, moi. Je, je nomme une seconde fois des choses pour lesquelles on ne pense pas. Quand je dis que c'est une surface, c'est le minimum. Quand je dis que le rapport au passé, c'est le minimum aussi. Je suis tout le temps dans le minimum. Moi, je suis pas. J'invente rien. Je veux pas inventer quelque chose, surtout pas. Après, j'invente des rapports, tout ça. Mais je fais un tableau, je fais un truc qui est extra plat. C'est inventer quelque chose de connu, vous dites. alors sur la question du collage, ben justement, j'ai une question à poser à Julien Desmontiers. Julien, en fait, j'aimerais que tu commences avant justement de parler peut-être de la question de la circulation des images et de la question à toi de tes musées imaginaires. J'aimerais juste que tu parles. Donc ici, vous avez le travail de Julien sous les yeux. C'est intéressant parce qu'en fait, Julien et Jean-Michel ont une dimension beaucoup plus, je dirais, matiériste, qui tend vers la question de la surface, de l'abstraction, de l'idée vraiment de la matérialité de la peinture au sens qui tend vraiment vers la question de l'abstraction plus. Et alors que Nazanin et Marcos ont un rapport à la construction d'une narration, en fait, du narratif, des narrations complexes, on verra tout à l'heure, qui est absolument, mais qui reste une surface, bien entendu, mais qui ne joue pas de la même manière de la question de la planéité et de l'illusion, du coup. C'est intéressant de le voir. Du coup, Julien, j'aimerais que tu reviennes sur en fait, des questions de cuisine, tout bêtement, et un peu de revenir à tes débuts, ou même maintenant, parce que tu continues. Je pense que pour le public, c'est intéressant que tu évoques la question, justement, de pourquoi tu es venu à la peinture à l'huile spécifiquement, et comment, quand tu te mets à travailler, finalement, tu vas te poser la question de la matière avant tout et de l'idée de strates. Je trouve que c'est hyper intéressant chez toi, la question en fait des strates, de ce qui reste, des strates, et de l'idée qu'en fait on va à l'intérieur d'une image sur une image, enfin d'une strate sur une strate, et que justement, tu avais évoqué le fait que tu te détachais de cette question du collage par Rauschenberg, qui était plutôt la cohabitation sur une surface, et que toi, tu avais travaillé un peu comme un forage, plutôt dans l'idée de la strate. Bonjour. En fait, ce qui est intéressant avec cette histoire de surface, parce que bien évidemment que c'est une surface, un tableau. Comme disait Jean-Michel, on peut prendre le truc par tous les bouts de la lorgnette, c'est une surface, un tableau. Par contre, d'où on regarde cette surface, est-ce qu'on peut aller derrière? Est-ce qu'on peut glisser dessus? Est-ce que c'est une toile épaisse, fine, etc. Tous les enjeux sont là, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un truc un peu lyrique, moi, qui m'ennuie volontiers avec la peinture. Vous savez, c'est ces espèces d'images derrière le tableau, il y a ça, ou derrière l'image, il y a ça. Mais il n'y a absolument rien derrière. Un tableau, ça ressemble à un tambour. Et un tambour, ça prend du son et ça le renvoie. Donc moi, j'ai jamais cru qu'il y avait quelque chose derrière le tableau. J'ai même plutôt toujours pensé que c'était une surface sur laquelle on projetait de la peinture. On peut faire ce qu'on veut, on l'applique de la façon dont on veut, de la peinture à l'huile, pas de la peinture à l'huile, ça m'est égal. Mais ça revient dans la vie, quoi. Ça ne fonctionne que comme ça, d'après moi. Parce que d'ailleurs, une peinture dont on ne sait pas ce qu'il y a derrière, il y aura un mystère caché, etc. C'est très beau pour en faire un bouquin, mais c'est presque le sujet de la littérature. C'est pas celui de la peinture, d'après moi. Il n'y a pas tant de choses cachées que ça dans un tableau. Un tableau peut parler de mystère, mais picturalement, c'est pas un mystère. Il se dévoile complètement. On voit ce que l'artiste a fait, quoi. Et c'est vrai qu'avec Rauschenberg, ce qui m'avait intéressé à un moment donné, je me suis dit que c'est Jean-Michel qui m'en avait parlé. Parce que moi, j'ai tout appris dans le désordre. Je connaissais pas grand-chose en arrivant en Beaux-Arts. Et je pense que Jean-Michel m'avait parlé de Rauschenberg, nous en regardez ça. Et je connaissais Rauschenberg avant Masaccio, je connaissais Christopher Wool avant Caravage. J'ai tout appris dans le désordre. Ce qui est pas mal d'ailleurs, parce qu'après, ça fait des hiérarchies contraintes, etc. Mais je me suis dit, il y a un truc fou avec Rauschenberg. Je crois qu'il a peut-être en dernier assumé ce truc de collage qui a à voir vraiment avec l'histoire de la peinture du XXe siècle. Braque, Picasso, etc. Le collage, c'est très très important. C'est vraiment la grande histoire, même le surréalisme. C'est l'histoire du XXe siècle. Rauschenberg, il a presque mis fin à ça en disant, moi, le dernier collage, en fait, c'est de coller ses outils, quoi. Donc je frotte avec ma thé d'oreiller, mon bout de truc, le truc que j'ai au sol, et je le colle à côté de la peinture. Donc c'est l'outil qui m'a servi à faire cette trace, et je vous le montre à côté de la trace, etc. Donc encore une fois, comme cette histoire de surface, elle est illimitée,
je me suis dit, mais on peut quand même encore pousser le schmilblick un peu plus loin en imaginant qu'avec un changement d'axe, plutôt que d'avoir un collage successif de traces ou d'objets les uns à côté des autres, on peut les mettre les uns sur les autres. C'est pas grand-chose, hein, c'est pas révolutionnaire, c'est toujours jouer avec la surface. Mais voilà, moi je me suis dit ça va sédimenter, c'est pour ça que la peinture à l'huile m'intéresse plutôt qu'une autre, parce que c'est la seule qui permet cette sédimentation, cet emprisonnement de couches les unes sous les autres. L'acrylique a un truc, elle est très bien pour plein d'autres choses l'acrylique, mais moi elle a un truc trop plastique, ça fonctionne pas. J'ai besoin de sédimenter en me disant que toutes les couches sont visibles, mais enfermées les unes sur les autres et pas les unes à côté des autres. Donc je passais d'un abscisse à un ordonné, enfin voilà, c'est comme Oui, vous regardez une aiguille, vous la regardez comme ça, c'est un point quoi. Enfin, mais donc du coup concrètement, c'est une sorte de point de vue quoi. dans le faire, pour que le public comprenne, Ouais. tu travailles encore aujourd'hui sur ton histoire de calque, en fait, où tu vas peindre à l'extérieur du tableau ton premier motif, Ouais. en tout cas. Tu peux expliquer ce processus particulier? Alors Parce c'est un que processus qui n'est pas révolutionnaire, c'est une sorte de report. En fait, c'est Oui. simplement accepter que la surface, encore une fois, sur laquelle on peint, qui va être le résultat du processus, etc., c'est pas forcément là où on a peint, quoi. C'est comme quand vous mettez une trace de doigt et que vous décidez de souffler. En fait, strictement, il n'y a pas eu d'objets qui sont venus intervenir sur la toile. Mais pourtant, il y a une peinture, quoi. Pourtant, il y a une image qui existe, il y a une peinture. Moi, peut-être, ce qui m'intéressait, c'était de virer, quoi, de mettre le lyrisme de côté. Chaque touche de peinture est extrêmement lyrique. Moi, quand je fais le tour de toutes les peintures qu'il y a ici, je vais voir la touche. C'est ça qui m'excite, pas quand je peins moi, quoi. Donc, je crois que le truc le plus important qui m'est arrivé dans tous les essais que j'ai fait en peinture, c'est un jour de peindre sur une surface, et la reporter ensuite sur une autre. Là, je me suis dit, enfin, moi, ça m'a satisfait en tout cas. Je me suis dit, le lyrisme est ailleurs, l'image est encore là. Mais par contre, bien évidemment, vous pouvez imaginer que quand vous peignez une trace de peinture sur un support et qu'ensuite vous la reportez sur un autre, la touche disparaît parce que tout ce que vous écrasez vient se scinder en une seule touche, comme plusieurs gouttes d'eau qui viennent se scinder en une seule, etc. Donc le lyrisme disparaît, la virtuosité quelque part disparaît et vous acceptez que sur la surface du tableau ne reste que des choses qui sont d'après moi strictement picturales, quoi. En tout cas, moi je m'extrais un peu de tout ça. Il n'y a pas beaucoup de psychanalyse dans ce que je fais, quoi. J'y viendrai sûrement, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Et tu parlais du moment où tu dessinais, en fait, pendant ton enfance, c'est ça, hein, tu t'es mis à la peinture en fait, quand tu es rentré aux Beaux-Arts, tu as commencé à C'est ça. peindre. J'ai Oui. toujours dessiné, vraiment. Alors c'est un souvenir très très ancien. On a toujours dans la classe à 2-3 qui adorent dessiner. Tous les enfants dessinent. Mais il y en a 2-3 qu'on encourage et par concours de circonstances. Alors ça, pour le coup, c'est plus psychanalytique. Si on vous dit quand vous êtes petit, ah, tu dessines bien, on s'en enorgueillit et on se dit, je dessine mieux que les autres, donc on travaille plus, donc on devient meilleur parce qu'on a plus travaillé, etc., etc. Donc c'est une logique un petit peu comme ça. Mais j'ai toujours dessiné. Et la peinture, c'est ça. Mes premiers tableaux, vraiment, c'est 18-19 ans. C'est pas si vieux que ça. Mais quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, je me suis rendu compte que la plupart des étudiants et étudiantes qui y étaient avaient des parents qui étaient profs, qui travaillaient dans des musées, etc., etc. Alors, c'est pas le cas. sur la question, je reviens pour faire un parallèle aussi avec la pratique de Jean-Michel sur cette histoire de planéité, parce que c'est vrai que tu t'inscris quand même dans une histoire de la modernité qui pourrait se définir, je sais pas, de Manet à Matisse surtout, en fait, Matisse, de Kooning, vous parliez parfois de Kooning aussi, Jean-Michel, ou Rauschenberg. Il y a l'histoire aussi du jeu entre planéité et profondeur. Et par exemple, tu as tout un travail, donc je pense que là j'ai en image, tu as tout un travail sur, tu sais, quand tu utilises des motifs de sol, et là, comme chez Christophe Gaillard, où tu vas vraiment dépasser, c'est un peu comme Jean-Michel, où on a une pratique hybride. La peinture, elle migre en fait, comme un oiseau qui se lève et qui bouge. Il y a vraiment l'idée qu'elle n'est pas limitée par des catégories, par des médiums. Et toi, Julien, là, tu fais quand même une ouverture de la peinture à presque de l'ordre de l'installation. Comment tu travailles justement cette question planéité, profondeur, illusion? L'installation, en réalité, c'est presque le moins intéressant. Ce qui m'intéressait, c'était ces petits motifs, quoi. C'est-à-dire qu'avec 3 tonalités, vous avez un mensonge, quoi. 3 tonalités de bleu, vous arrivez à faire ce petit relief dont on a l'impression que vous avez un grand grillage par-dessous lesquels il y a encore une trame, etc. C'est du pur mensonge. Donc il y a quelque chose d'un peu manifeste sur ce que c'est que la peinture. C'est-à-dire qu'avec 3 bouts de machin, vous pouvez faire un mensonge fabuleux. Et la deuxième chose qui m'intéresse dans ce genre de motif, c'est que c'est un grand motif de grillage qui est fait avec une succession de petits motifs. C'est-à-dire que c'est holistique. Vous avez chaque petit motif est indépendant, mais associés les uns avec les autres, vous avez un autre grand motif qui apparaît. Ça parle de peinture d'après moi. Il y a un truc qui parle de peinture. Donc c'est une espèce de petite mise en abîme, quoi, en réalité. Et puis pour avoir peint un sol, parce que c'est
réflexif de se dire un truc qui est au mur, on va le mettre au sol, même si je suis bien évidemment pas le premier à l'avoir fait. Et puis là, l'idée, c'était de lier justement par une rampe. Moi qui ai fait un peu de sport de glisse, cette histoire de rampe, vous avez un mur. On est habitué à avoir de la peinture sur un mur. Vous avez un sol, on est un petit peu moins habitué, sachant que c'est peint, c'est vraiment des transferts de peinture à l'huile. On marche littéralement sur de la peinture à l'huile. Et vous avez cette zone, particulièrement pour cette installation-ci, une zone de non-lieu, qui est cette espèce de grosse courbure entre le sol et le mur. Dans cette exposition, donc la salle est très grande, il y a plus de 100 mètres carrés, je voyais les gens pouvaient monter jusqu'à un certain point, puis au bout d'un moment, vous glissez. Vous ne pouvez plus monter, vous arrivez vraiment à cette espèce de surface de mur, quoi. À moins d'être Spider-Man, vous ne pouvez pas. Donc il y a ce non-lieu, et je me disais que c'est dans cette courbure qu'il y avait ce lien entre le sol et le mur. Et moi, je crois que je travaille un peu là-dessus. Voilà, et après, sur la question de la peinture à l'huile, c'est quand même intéressant parce qu'on parle de ce qui fait la singularité de la peinture par rapport au flux des images, par rapport, par exemple, à la photographie. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui utilisent la photographie, en fait, le report photographique pour peindre, donc quelque chose de très léché, Et chez toi, Julien, on sent qu'il y a quelque chose qui va travailler beaucoup plus l'épaisseur de la matérialité et qui va éroder en fait l'image. Et du coup, le fait que la peinture, elle sèche, elle met du temps, que ça laisse des traces. Et c'est vraiment ce qui te plaît dans ce médium. J'imagine que tu as peut-être essayé l'acrylique ou que ça ne t'a pas correspondu. Excusez-moi. Oui, j'ai essayé beaucoup de choses. Sans savoir où est-ce que j'allais, je ne cherchais pas à arriver à mes fins ni quoi que ce soit. Et puis un jour, la peinture à l'huile, je me suis dit ça c'est pour la vie. Mais en fait, je vous dis ça, mais peut-être que demain je vais essayer autre chose. Toutes les promesses qu'on fait deviennent vite ridicules, souvent quelques temps après, sans attendre très longtemps même parfois. Et non, ce qui m'amusait, c'est qu'on me parle souvent de scarification ou de trous dans mes tableaux, etc. Parce qu'en effet, c'est cette histoire de collage dont je vous parlais. Toutes les couches se donnent à voir. Mais en fait, je ne retire rien du tout. À aucun moment du tableau, je gratte des choses, je racle, j'utilise une spatule. C'est que des ajouts de matière les unes sur les autres. En fait, je répare un mur, quoi. Je commence mon tableau en niant tout de suite la toile. Comme ça, c'est réglé ce truc de page blanche, etc. Il y a tout de suite une grande couche un peu... c'est ma boue, quoi. C'est ma façon de commencer sur de la boue. Là, je fais des traces de doigts, des choses comme ça, qui est la même jouissance que celle qu'on fait dans du béton frais, quand vous voyez un truc avec surtout ne mettez pas le pied, clac, vous mettez le pied dedans. Tout le monde aime faire ça, et puis en plus, moi, ça me rassasie en termes de dessin, j'ai toujours dessiné. Mon dessin, il est là. Moi, quand je dessine plus du tout dans des carnets, j'en fais très très peu. Mon dessin, c'est dans cette espèce de trace un peu boue. Et ensuite, pas très très loin de Richter, parce que j'ai beaucoup regardé, je passe des couches successives de peinture à l'huile pour boucher ce trou. Et quiconque a déjà bouché un trou dans un mur, si vous ne mettez pas assez d'enduit, le trou n'est pas complètement bouché. Et en fait, je suis juste le chef d'orchestre de ces petits moments-là. Je laisse les trouer, que j'ai juste envie sur les couches du dessous de voir persister. Et quand tout ça est sec, bonne cuisine en amont, même si ce n'est pas des fonds, c'est déjà le tableau. Alors là, pour le coup, c'est un peu deleuzien. C'est sur cette surface du milieu que je viens faire le tableau. C'est c'est la montée. Deleuze, je ne sais plus dans quel livre parle de ça, il dit que quand vous voyez un arbre, l'arbre c'est le milieu, c'est la surface. C'est-à-dire qu'avant il y a la chlorophylle, il y a le soleil, il y a le minéraux, etc. Et après il y a vous qui dites ah ça c'est un arbre, ça c'est le langage, c'est le signe, etc. Au milieu il y a l'arbre. La toile c'est ça, c'est le truc du milieu. Donc je monte une couche comme ça par couche successive, encore une fois en n'enlevant rien du tout, c'est que de la réparation. Et quand tout ça est sec, je peux faire advenir l'image, si l'image est bien, parce que je fais aussi des tableaux abstraits, etc. Bien sûr, bien sûr. Et on reviendra... Donc elle est tenue entre disparition et apparition. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'elle disparaît. Oui, oui. Et on reviendra sur la question de l'image aussi. Et on reparlera aussi avec Jean-Michel sur d'autres questions. En fait, je voudrais donner la parole à Nazanin et à Marcos sur justement... on passe dans... J'ai voulu comme ça commencer par Jean-Michel et Julien, parce que c'est vrai qu'on est dans un rapport où la narration, c'est différent. Alors, c'est des histoires aussi de surface, mais par contre, il y a vraiment une complexité, en fait, de la... Voilà, donc là, c'est le travail de Nazanin que vous avez sous les yeux, avec... Nazanin, une pratique chez toi qui dès les débuts, est vraiment la question du collage, elle a toujours été là. Tu as commencé par faire des collages en dessin et après tu as fait donc des collages peints. Et j'aimerais que tu parles déjà, parce que Jean-Michel a dit des choses très belles sur Via Pasolini, là, sur la tradition vivante. Il y a beaucoup de citations chez toi. Là, on voit dans ce tableau, tous les tableaux de Nazanin, on a de toute façon la présence en sous-bassement de façon indirecte ou directe en citation la présence de l'histoire de la peinture. Ici, par exemple, où elle se représente à l'atelier.
Nazanin, comment tu définirais, toi, cette fascination que tu as quand même depuis les débuts pour cette prolifération d'images et d'un musée imaginaire qui vient de toute nature, qui vient de toute époque, de toute, en dehors des frontières, et aussi comment tu définirais justement ce rapport de filiation qui te lie, toi, à l'histoire de la peinture? En fait, j'ai envie de dire qu'il y a énormément d'affect aussi dans cette histoire. Et quand j'ai commencé à faire de la peinture, c'était comme si je rentrais aussi dans une grande famille. Et avec ce que Jean-Michel a dit, une histoire qui existait déjà avant moi, et c'était aussi assez rassurant. Je rentrais dans quelque chose qui a déjà existé avant moi et je viens pas de nulle part. Et en fait, quand je fais des citations, pour moi, c'est une manière d'être humble par rapport à l'histoire de l'art et montrer finalement les toiles qui m'ont appris des choses, qui m'ont appris la peinture, et rappeler que moi, je suis rien sans tout ça. Je suis que la continuité et même l'élève éternel de la grande histoire de l'art. Donc, pour moi, cette histoire des citations, ça parle de ça, mais ça parle aussi, bien sûr, de ma fascination pour la peinture. Et en mettant les tableaux anciens et d'autres tableaux qui m'inspirent, je parle de cette fascination et de cet amour de moi, tout simplement pour la peinture. Oui, et d'où aussi le fait, comme ici, par exemple, tu te représentes souvent en autoportrait en train de peindre, ou d'ailleurs pas forcément toi, mais des figures qui sont en train de peindre, de créer. Il y a vraiment cette idée aussi de la création. Et du coup, je pense que c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé du processus avec Jean-Michel et Julien. Comment, en fait, parce que c'est vrai... même pour vous, il y a des histoires. C'est une surface. Enfin, ton tableau, c'est comme pour eux, même si c'est pas le même style et le même univers. Mais du coup, comment en fait a lieu le fait que, par exemple, tu peux partir d'une photographie qui va être liée à un événement d'actualité, et puis tu vas donc il y a quand même l'idée de flash chez toi, quelque chose. Tu vas pas faire de dessin préparatoire, mais tu as une idée plus ou moins de l'image, et tu vas après faire tout un travail de mise en scène, de photos, et après tu passes à la peinture. Comment ça se passe justement ce processus? Je vais parler de ce processus, mais juste je termine un petit truc que je voulais dire en parlant des citations que je fais. Il y a aussi l'idée de mise en abîme. Et donc en fait, moi je trouve ça hyper jouissif, l'idée que dans une toile, il y a plusieurs toiles, et même dans une toile qui est dans la toile, il y a d'autres toiles. Et cela aussi créer un temps pour le spectateur qui n'est pas un temps normal, juste un passage comme ça. Ça veut dire que ça lui demande du temps. Et le temps que je mets à exécuter cette œuvre, du coup, c'est comme si j'exigeais aussi au spectateur un temps de regard qui est particulier. Ça, c'était pour finir cette histoire de... Attends, moi, du coup, je rebondis parce que la question de la mise en abîme, juste pour faire une parenthèse, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler en termes d'aujourd'hui, et le Chastel a écrit des choses super belles sur le tableau dans le tableau et sur l'idée de mise en abîme qu'on avait déjà en fait dans la peinture ancienne, de représentation de tableau dans le tableau, toute cette question en fait du dialogue. On est obligé de le justifier aujourd'hui parce qu'il y a eu en fait avec les années 70 une espèce d'idéologie avant-gardiste qui fait qu'on n'a plus parlé que par tabula rasa, par idéologie progressiste, et l'idée que aux Beaux-Arts c'était absolument l'idée de l'invention, de la rupture absolue, comme si c'était comme si l'histoire était une progression en fait de salle en salle, et que derrière nous on fermait la porte, alors qu'en fait le temps de la peinture c'est une histoire, mais c'est pas vraiment une histoire, ou c'est une histoire qui est faite de montage, de temporalité. C'est le passé est là, il surgit et il arrête le cours normal des choses, et c'est une présence du passé qui est au présent. Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans ces clins d'œil et dans ces mises en abîme, et dans ces choses qui finalement constituent toute l'histoire de la peinture, bien évidemment, depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Alors, sur la question du processus de travail, moi, il faut dire que l'idée comme quoi je crée des scènes qui impactent le spectateur de façon visuelle, c'est quelque chose qui compte pour moi. Je viens de l'Iran et j'ai vécu dans un pays où l'accès à l'image était très fermé, et malgré moi, j'ai été très impactée par les images de propagande.
Et ça veut dire des grandes fresques des martyrs de guerre ou des dirigeants du gouvernement iranien, etc. Et pourtant, ce n'étaient pas des images que j'aimais ou que j'affectionnais. Et en fait, je pense que par contre, ce processus, je trouve ça fascinant, comme quoi une image peut impacter la mémoire autant que le langage, autant qu'autre chose. Et je cherche finalement à créer des scènes qui impactent le spectateur presque autant que les images de propagande, mais sans message politique. Ça veut dire qu'il soit concerné et que sa tête soit habitée par une scène, par une image, et par contre qu'il ne sache pas pourquoi. Alors pour le processus, c'est que oui, j'ai des flashs. Les flashs viennent souvent en dialogue justement avec une source visuelle. Ça peut être une scène de film, ça peut être un tableau d'art ancien, ça peut être une publicité, ça peut être un masque africain. Et j'ai une flash, d'un coup, je vois comme une espèce d'incarnation. Et je ne me dis pas, j'ai envie de peindre ça parce qu'il y a un message, etc. Je le peins. Et alors, comment je le peins, comment je prépare cette peinture, il y a aussi toute une histoire. Donc, je demande à des gens que je connais de venir à l'atelier. J'ai donc cette scène de façon très précise dans ma tête. Je demande aux gens à se mettre dans les rôles prédéfinis par moi. Vous voyez là sur les tableaux qu'on a sous les yeux qu'effectivement la mise en scène, la position elle est très importante. Nourrie par l'histoire de la peinture. Et même la séance photo, je dirais, et donc les modèles posent et je les prends en photo parce que je suis très lente à peindre. Je ne peux pas demander aux gens de venir poser pour moi pendant des jours et des jours. En fait, mon rapport à la photo, c'est juste factuel. C'est vraiment un matériel. J'affectionne pas la photo. D'ailleurs, n'utilise pas le système de reproduction classique de peinture figurative. Ça veut dire que je ne projette pas. Et Marco, c'est pareil. Et je n'utilise pas des systèmes de carreaux, ce qui fait que tout est assez flottant. Et il y a aussi une espèce de maladresse qui est très assumée parce que c'est ça qui me fait m'éloigner de la photo et qui crée en fait mon propre langage finalement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très trompeur en fait aussi sur le fait qu'on voit les images, les peintures en reproduction. Parce que quand on voit ta peinture en vrai, on se rend compte aussi que par endroits, tu sais, il y a des tableaux comme ça. Bon, je sais pas, on ne le voit pas de façon ici puisque c'est en reproduction, mais tu sais, tu as des zones qui sont à peine peintes ou alors des choses très en matière en fait. On aurait l'impression par reproduction que c'est très photographique au sens photographique. Et effectivement, il y a un écart significatif. Et alors, sur justement le sujet du flux des images, oui. Donc ça peut aussi, les images qui m'inspirent et toutes ces flashs que j'ai, ça peut être aussi des images de guerre, ça peut être... moi, je trouve ça plutôt intéressant que le monde soit rempli d'images aujourd'hui et de partout et à une vitesse incroyable. Parce que du coup, ce que je fais est tellement différent et ça me différencie et ça me rassure. Parce qu'en plus, c'est un temps très, très lent. Et on y reviendra tout à l'heure. Et aussi sur la question du politique, en fait, à laquelle je suis très attachée, enfin politique, entre guillemets. Marcos, j'aimerais juste que tu parles, du coup, toi aussi, avant de passer à une autre question, de la question, du coup, du processus, parce que c'est intéressant aussi chez toi. Il y a un grand bordel apparent dans ta peinture qui me fait penser au bordel qu'on a dans nos têtes. C'est-à-dire de prolifération d'images, de motifs, de figures, de toutes sortes. Et du coup, j'aimerais que tu parles un peu de ce processus qui en fait, tu n'as pas non plus, toi, de dessin préparatoire. Alors comment, tu as un flash aussi, ou comment se passe là, un élément central et après les choses viennent, j'imagine? J'ai des idées un peu basiques. Donc j'ai une note... Normalement, dans mon téléphone portable, dans une note, je mets deux ou trois phrases ou deux ou trois mots. Pour commencer, à un moment donné, quand c'est le moment de faire le tableau, je commence à peindre une partie. Donc, et après, l'idée basique, il est toujours là. Après, j'ajoute des choses, ou j'enlève des choses que j'avais au début. En fait, c'est une façon de travailler qui
qui rend la journée à la télé assez intéressante parce qu'il a ça bouge, il n'y a pas un truc fixe que tu sais depuis le début, ça va être ça. Donc ça évolue au fur et à mesure qu'on avance. Et comme Nazrine a dit aussi, le processus est assez long, de peut passer 2 semaines ou 2 mois à faire un tableau. Oui, absolument. Donc elle a le temps de changer des choses ou de corriger ou de plus proche de corriger des choses. Et effectivement, ça me... Je sais pas, c'est un processus qui est changeant et qui est pour moi excitant de faire. Et donc, l'idée, au moment donné, l'idée que tu as de basique, bon là c'est par exemple c'est une salle de gym qui est comme un refuge pour des gens après une catastrophe naturelle ou truc comme ça. Et l'idée, au moment donné, il est là, mais quand tu avances avec le tableau, ce qui prend le dessus, c'est les choses formelles du tableau. Donc, c'est la composition, la couleur, la force de l'image. Donc, c'est bon, là. Je veux dire que le concept, il devient de moins en moins important pour moi quand je suis en train de le faire. Et, oui, c'est là où vous vous rejoignez en fait tous les 4. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais une peinture, donc tu n'es pas dans l'histoire du sujet ou de l'imagerie. En fait, la couleur induit une couleur, la forme induit une forme. Oui, voilà. C'est sûr. Et du coup, là-dedans, tu parlais aussi, toi, de rapport anachronique, que l'actuel et l'ancien se télescopent comme ça dans ta tête. Oui, parce que le flux d'image, il a dans une journée. Pendant une journée, tu peux avoir de 1000 pensées, des choses que tu vois, des choses que tu penses à ça. Donc, après, c'est comme une peinture aussi. Donc, tu filtres toutes les choses qui passent par la tête, ou l'image que tu vois quotidiennement dans ton téléphone, ou, je sais pas, ou le cinéma, ou le photo. Et donc, après avoir filtré ça, tu peux arriver à hiérarchiser un peu les choses dans ta tête et dire, voilà, ça je vais prendre, ça je rejette. Et, donc l'anachronisme, c'est ça. Dire que dans un tableau, il peut y avoir des éléments de notre contemporanéité, comme des choses qui sont passées il y a un siècle, ou même de l'histoire de la peinture qui est toujours au fond de la tête. Donc, mais aussi juste l'histoire en si, des événements historiques, politiques ou sociaux qui sont passés et qui sont dans ton tableau mélangés avec des choses de maintenant, qui passent maintenant. Voilà. Oui. Et après aussi, sur la question justement, puisqu'on parle de ce qui distingue la peinture de l'image photographique, il y a aussi la façon dont tu vas... la notion de réalisme, elle est intéressante aussi à redéfinir cette notion réalisme. C'est certainement pas un réalisme au sens de la mimésie, justement, de la mimésie classique, puisqu'il y a beaucoup de... tu peux avoir des choses qui sont très détaillées et très réalistes, mais en même temps, tu joues vachement de déformation. Il peut y avoir des choses très modernes. Enfin, tu sais, on avait parlé de Dana Schutz, par exemple, dans sa manière aussi de... Et puis, dans l'histoire de la peinture, tu as regardé différents peintres qui ont travaillé, de Picasso à la déformation des corps. Tu t'amuses de ces déformations ? Oui, disons qu'en plus que je commence à tableau, il y a plusieurs facettes du tableau, plusieurs éléments. Et il peut y avoir des moments de jouissance, de faire rentrer dans les détails, un peu comme peintre flamand, vous voyez, vraiment le petit point de lumière. Et c'est très réjouissant à peindre ça. Après, comme ici, il y a, par exemple, ce tableau, il y a une déformation parce que le nazi, il a au moment donné, il a le main de Picasso, et c'est une référence à ces mains de Guernica, du tableau Guernica. Donc le mec, il a visité avec sa copine, il a visité l'exposition d'art dégénéré qui a eu lieu pendant le nazisme en Allemagne. Et donc ça, c'est un peu la vengeance de la peinture de Picasso après Guernica, de lui sort de l'exposition et qui dénonce en fait tout l'art moderne de l'époque en le traitant de dégénéré. Donc après, à la fin, il va un peu en parlant d'anachronisme, il a là une espèce de museum shop comme il a maintenant dans le musée qu'il n'avait pas sûrement pendant l'exposition Theater Kunst. Et donc il achète, sa copine, elle achète
un truc dans le shop et lui et le vendeur, ils s'échangent le 06. Donc c'est une double vengeance. Donc lui, sa copine le trompe et en plus la peinture se venge aussi de nazis qui se mêmes sont devenus de même de Picasso. Voilà. Et puis on reviendra tout à l'heure sur l'humour et la politique, parce qu'on va parler tous les quatre après de la question de la politique. En fait, j'aimerais rebondir. Donc là, je reviens sur le... Alors, est-ce qu'il faut que je revienne en arrière ou tu me remettras le... Ouais, voilà, super, merci, c'est gentil. Alors en fait, je reviens un peu sur les tableaux plus récents de Jean-Michel. Voilà alors Jean-Michel, en fait, j'ai un peu des questions à tiroir et je suis vraiment désolée, mais parce qu'on fonctionne, vous êtes un peu à tiroir vous aussi. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne sur la question du montage, parce que c'est complètement à propos par rapport à cette histoire de temps de la peinture et des questions là qui nous interrogent aujourd'hui et qui rejoignent aussi après, on reviendra à Julien Desmontiers. Donc la question du montage et la façon dont... En fait, il y a deux choses dans cette question. Dans votre travail, on pourrait dire... je pense que vous êtes un peu... On avait parlé ensemble de l'idée, en fait, du concept d'histoire comme montage de temporalités différentes. Et on avait parlé de Walter Benjamin, de Aby Warburg avec Mnemosyne, qui sont des penseurs qui ont beaucoup... je pense que c'est des penseurs qui nous aident, en fait, à penser justement les enjeux de la peinture aujourd'hui, et ancienne d'ailleurs, par rapport à cette question des montages de temporalité. Et en fait, je me demandais comment avait agi le cinéma chez vous par rapport à cette question du montage en peinture. Et je voulais savoir aussi, ça c'est plus philosophique, c'est une interprétation, peut-être vous mettrez à distance, mais je me demandais, le fait de papillonner comme ça, de migrer en fait, Walter Benjamin parle d'image pensée, qui est comme une image papillon en fait, qui se lève devant nous et qui migre et qui va bouger et qui fait lever des temps différents, qui nous fait revenir en mémoire des souvenirs. C'est une belle image en fait, cette image pensée, image papillon. Le fait de migrer comme ça d'une référence à une autre et de travailler sur le morcellement, on a la sensation que chez vous le processus il se passe aussi entre les tableaux, c'est-à-dire vous avez vos cahiers, vos notes, vous prenez comme si c'était, je pense à Deleuze en fait qui me vient pour la question de l'être aux aguets, et comme si finalement vous donniez forme, je dirais philosophiquement, au flux en fait, au flux qui caractérise l'être aujourd'hui. Deleuze parle, je suis venue avec une citation d'ailleurs de Deleuze qui me semble assez jolie, où il parle de ce flux, et il dit, d'ailleurs je pense que ça rejoint un peu tous les artistes ici présents. Alors cessez de se penser comme un moi pour vivre comme un flux, un ensemble de flux en relation avec d'autres flux, hors de soi et en soi. Donc il y a vraiment en fait cette idée de concevoir une forme de complexité en fait de l'être dans ce système de flux qui me renvoie à votre peinture et à cette idée du montage. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire, ou peut-être au moins sur la question du montage et du cinéma, Jean-Michel Alberola? Enfin, ça a toujours existé, ça. L'histoire du montage, de la relation entre les idées, les formes, tout ça, ça a toujours existé. Le Moyen-Âge, c'est comme ça, la Renaissance, etc. Après, il y a des personnes, il y a des philosophes ou des cinéastes ou des peintres qui ont parlé de la juxtaposition. Après, ça a été appelé montage. Après, ça a été appelé collage, je sais pas quoi. Tout ça, c'est le même truc. De toute façon, pour bien comprendre la modernité, on a James Joyce avec Ulysse, et puis après on a À la recherche du temps perdu avec Proust. Après on peut prendre, je sais pas, La conscience de Svevo, on peut prendre La montagne magique, on peut prendre... Tout ça, c'est toute la littérature moderne, toute la peinture moderne, c'est du montage, du collage, de la juxtaposition d'éléments à droite à gauche. Mais c'est un truc totalement... ça a toujours été présent dans l'histoire de l'art, toujours, sauf que là, c'est nommé, quoi. C'est nommé, on en fait quelque chose. Après, ce qu'a dit Nadanine par rapport aux images de propagande, c'est très très juste. C'est-à-dire, on va dire que Giotto, c'est aussi sont des images de propagande. Où, quand Benjamin dit que tout document de culture est aussi un document de barbarie,
il a bien compris que tout ce qui est produit Bien sûr. artistiquement, c'est sont des éléments qui partent du temps pendant lequel cette œuvre a été produite. Donc c'est une question politique, c'est une question sociale, c'est une question sociologique, etc., etc. Et donc tout ça, ça a toujours existé, cette histoire-là de collage, de tout ça, etc. Godard, quand il fait l'histoire du cinéma, il colle les trucs ensemble, etc. Et ça dit quelque chose, quoi. C'est-à-dire que c'est un moyen, c'est le seul moyen que nous ayons, pour ceux que ça intéresse, de représenter. Faut rappeler que Ulysse de Joyce, c'est la journée d'une seule personne qui traverse des espaces différents, etc. Et donc Ulysse, c'est un collage des moments d'une seule personne. Mais ce que nous sommes, nous, ici, pendant que vous parlez, tout ça, etc., on pense à des trucs, on pense à ce que dit Nazanin, ou des trucs comme ça. Et tout ça, c'est du collage qu'on fait. On continue à assembler les choses dans notre tête, etc. Après, nous, on décide d'en faire quelque chose, quoi, de mettre des trucs en rapport. Mais déjà, dès que vous faites un tableau, prenez un bleu, un rouge, un rose, tout ça, déjà, c'est du collage, quoi. C'est un truc. Oui, c'est Pourquoi ça. c'est ensemble. Donc, si vous voulez, tout ce dont on parle, c'est très naturel. C'est absolument pas mystérieux. C'est très naturel. Le seul mystère, si vous voulez, qui est à l'intérieur de l'œuvre, c'est le spectateur qui fait le mystère. Mais nous, non. Nous, on est clair comme de l'eau de roche tout le temps. Tout le temps, il n'y a pas de mystère. Pour moi, ça n'existe pas, le mystère de l'œuvre d'art. Tout ça, c'est des conneries totales. Mais par contre, les spectateurs, ils vous disent « Ah ben tiens, ça c'est ça, ça c'est ça ». Ou les critiques, ou les historiens d'art, ils disent « Ah, il y a ça, tout ça, etc. » Non. C'est beaucoup plus simple ce qu'on croit. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, quoi. Et sur l'histoire du montage, Julien, j'aimerais que toi tu évoques, parce qu'on n'a pas parlé de ton musée imaginaire, et je pense que ça serait bien d'y faire un petit saut avant de passer à une autre question sur justement la façon dont, tu sais, tu parlais de la façon dont, par exemple, l'encyclopédie, tout l'univers, ou des choses que tu vas aussi d'une référence à une autre. D'ailleurs, on avait parlé de Lettres aux aguets, tu avais cité Deleuze quand on avait discuté de ces sujets. Je pense que ça dit aussi peut-être beaucoup de comment tu t'es formé, que tu disais, tu as appris en même temps Mike Kelley et Rembrandt. Dans C'était une pas discussion. cela, mais ça me va très bien. Et donc, J'ai un livre de Mike Kelley là dans mon sac. est-ce que tu peux faire un sort à cette histoire de montage, justement, chez toi, tu vois, d'images d'Épinal, comment ça vient Le seul truc que je puisse dire un peu personnel, c'est ça, c'est que moi j'ai appris à cultiver et stocker ces images de façon complètement anarchique. Voilà. Quiconque a fait des études d'histoire de l'art un peu poussées, ça rentre quand même dans des cases qui sont plus ou moins de la chronologie, quoi. Voilà, Lascaux, machin truc, on monte gentiment. Moi, enfin vraiment, je crois que quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, j'aurais pu reconnaître un Warhol, un Basquiat, un Picasso, et c'est tout, quoi. Mais c'était pas très grave. En fait, j'avais vu quand même, parce que chez mes parents, il y avait des livres de peinture, etc., etc. Je me souviens qu'il y avait un livre sur la peinture espagnole, qui était peut-être d'ailleurs de très mauvaise qualité, j'en sais rien, mais ça, je l'avais lu comme un enfant va regarder la bouteille pendant que vous parlez, parce que ce que vous racontez ne l'intéresse pas, ou derrière d'un paquet de céréales. Tout ça, voilà, tout ça est là. Après, ce qu'a à voir complètement avec la psychanalyse, c'est pourquoi est-ce que ça revient, à quel moment, pourquoi vous en souvenez, pourquoi vous décidez de les agencer plus tard, pourquoi dans ce sens-là, etc. Moi, je crois que le seul truc peut-être qui serait pertinent, pour éviter les lapalissades, c'est que j'ai peut-être, je pense que c'est pareil pour toi, il y a une envie un peu boulimique de vouloir tout mettre quand même dans le tableau. Voilà. Le tableau, il y a toujours cette envie de vouloir tout mettre. Et c'était drôle d'ailleurs parce que Jean-Michel disait que depuis tout à l'heure on pense, là, toutes les 2 secondes. Je vous disais tout à l'heure que la peinture était comme un tambour. Toi tu parlais d'un filtre. C'est un tamis, un tambour c'est un tamis, c'est pareil, quoi. Voilà, c'est un filtre. Peut-être qu'un tableau c'est un filtre. Voilà. Oui, filtre. Il et reste d'ailleurs, un bout de Marcos, tu disais poussière à ça la fin, aussi le quand on truc, discutait, qu'on pense à 1000 choses, mais juste que quand tu fais le tableau, tu vas filtrer C'est le même objet, quoi. toutes ces choses auxquelles tu penses. Enfin, c'est juste, oui, bien sûr. Mais tu as. Mais c'est vrai que j'ai synthétisé, parce que tu fais référence à. J'ai fait 3 tableaux, c'est pas des séries gigantesques, je travaille pas vraiment comme ça, peut-être parce que je m'ennuie vite, mais j'ai fait 3 tableaux qui représentent la couverture de ces bouquins que vous avez sûrement dû avoir chez vous. Enfin, ma génération, moi j'ai la chance de ne pas connaître Internet quand j'étais petit, ça a dû arriver en tout cas à la maison quand je devais avoir 13-14 ans.
Mais avant, on avait ces encyclopédies, tout l'univers, qu'un des marcheurs venait vous amener à la maison en disant « Ah, génial, vous recevrez le numéro ». Et je ne sais pas pourquoi, cette encyclopédie qui existait avant moi, parce que je crois que c'est un truc des années 70, les premières éditions, avec ça, vous savez, avec cette grande couverture rouge, avec cette espèce de grande sphère très magistrale, pour le coup, avec un grand livre ouvert, on a l'impression de voir un truc de porte-container, CMA, CGM, et tout, un truc qui en envoie. Et tout était classé de façon un peu anarchique, quoi. C'était un peu bizarre. Vous aviez dans le tome 1 les Romains, la peinture rupestre, le corps humain. Dans le tome 2, les atomes, le machin. C'était très 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 bizarre. Du coup, moi j'ai passé toute mon enfance à bouffer ça sans arrêt, de façon complètement aléatoire. Quand il fallait que j'illustre un cahier de poésie ou un truc comme ça, j'étais là, c'était Internet pour moi. J'allais choisir la page au hasard. Et tout ça c'est resté. Et c'est vrai que je me suis souvenu, mais vraiment, pour le coup, ça a été très 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 violent. Je préparais une exposition il y a 2 ans à la galerie Christophe Gaillard. Et je ne sais pas pourquoi, en cherchant des titres, des images, des machins, je bidouille et je suis retombé sur ces images de tout l'univers, parce que moi je les ai plus chez moi. Même mes parents ont dû les balancer, ça ne sert plus à rien, c'est complètement obsolète, quoi. Et je me suis rendu compte avec une violence, mais presque coupable, que j'avais oublié ce truc-là. J'ai passé des années et des années, peut-être une décennie, à regarder ce truc-là. Quand Internet est advenu, ça a disparu. Mais c'est devenu obsolète du jour au lendemain. Et je me suis dit, putain, pourtant j'ai travaillé avec ça pendant X temps et ça veut dire plein de choses. Et c'est un livre, quoi. Donc c'est une succession d'images les unes sur les autres. Ouais. Pareil que l'aiguille dont je vous parlais tout à l'heure. Un livre, si vous faites une carotte comme ça, vous avez un autre livre qui s'ouvre, qui est complètement non-sens. Les pages vont pas dans le bon sens, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de narration, etc. etc. Après, tout ça, c'est pictural. Absolument. Et après, tu parles tu parles de l'accessibilité. Je pense que là, c'est quelque chose qui est quand même symptomatique de l'époque. Depuis les années 60, en gros, il y a une pratique libre de la peinture qui s'est ouverte, en fait, où il n'y a plus vraiment de hiérarchie entre, je sais pas, Picasso, par exemple, il a ouvert des portes, l'art brut. Il y a eu toute le fait qu'il y ait les livres aussi d'art, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Enfin, ça, c'est évident qu'avec Manet, par exemple, la modernité, le 19e, les livres d'art, ça a un impact énorme en fait sur cette question de l'accessibilité de tout ce flux et comment le peintre va digérer à l'atelier. Le peintre a toujours digéré les choses du réel à l'atelier, mais en même temps là il y a effectivement cette prolifération qui est un peu le symptôme quand même de l'époque en fait et d'une façon de réagir aussi et de résister à ça. Et Julien, juste un truc avant de passer à l'histoire du politique, tu disais sur les images que tu fais circuler. Parce que des fois, c'est des images d'Épinal qui ont un truc un peu vieillot et un peu... Tu parles de vie et de mort, en fait. Tu dis, des fois, il y a l'idée qu'on fait revivre et en même temps, il y a aussi l'idée d'accepter que ça peut mourir avec l'idée du dernier tableau. Et qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu te souviens de ça ? Je ne vais pas utiliser le dernier tableau, c'est trop... Ouais. c'est trop radical. Dis-le avec tes mots. Parce que ce truc du dernier tableau, pourtant, peut-être qu'on y est. Hein. Mais... non, il y a un truc ambigu dans mon travail, c'est comme l'image un peu disparaît, on a l'impression que je la fais disparaître, alors que moi j'ai l'impression de la montrer peut-être une dernière fois. Il y a peut-être ce truc-là. Alors il faut vraiment pas que vous preniez ça pour de la prétention, parce qu'il y aura d'autres peintres après moi, c'est pas ça l'idée. Mais j'aime peut-être qu'on en est arrivé à cette idée par rapport à l'image, qu'on peut se dire que cette image, vous la voyez pour la dernière fois. Particulièrement parce que moi je fais ça volontiers. Ça c'est un tableau d'après un tableau de Desportes. Quiconque connaît un peu la peinture, bon, il n'est pas en entier, il est coupé par son centre pour développer une symétrie. C'est une image que tout le monde a déjà vue. J'ai peint des images de paysages, de centrales nucléaires, c'est des images de EDF.fr qui existent, c'est-à-dire que vous en avez 4-5 au monde, comme la tête de Mao, il y a 4 portraits officiels, tout le monde les a vus, revus, etc. etc., etc. Alors on me pose souvent la question, mais pourquoi le repeindre encore une fois ? Peut-être qu'il y a cette idée de faire advenir cette image à la surface du tableau en se disant qu'on la voit pour la dernière fois. Peut-être un truc comme ça, quoi. J'ai pas l'impression de rajouter une perle, quoi, en disant je rajoute mon petit truc à l'édifice et quelqu'un d'autre viendra la refaire après pour aller contre l'idée que je fais disparaître une image. Non, au contraire, j'essaie de la faire persister une dernière fois, je crois. C'est plutôt ça dont il s'agit. C'est pas une fois de plus ? Alors, si je devais être plus humble, je dirais une fois de plus. Si. Là, je suis pas très humble sur ce coup-là, quoi. Marcos, j'aimerais qu'on parle de la question du politique, en fait, que je reviendrai après, Julien, avec toi là-dessus, sur le sens, en fait, quand même, de certains... des choses qui circulent, en tout cas, dans le tableau.
Et du coup, oui, Nazanin, j'aurais pu te le dire aussi, on y reviendra. Marcos, tu as dans tes tableaux beaucoup quand même de référents et de choses qui renvoient à la grande histoire, aux événements tragiques. Tu as fait des séries de dessins sur la Shoah, la guerre civile. Je pense quand même qu'il faut signifier aussi que dans ton histoire, tu viens d'une famille, d'un père qui était en Espagne, qui a été emprisonné par Franco et qui a donc a émigré en Hollande. Donc la question de la politique, elle est en soubassement très fort chez toi. Et du coup, souvent, on va retrouver forcément dans les musées imaginaires, tu parlais de Picasso, voilà, Redix, Beckmann, Gross, tous les peintres qui ont regardé de manière assez frontale la question de l'histoire et qui ont pris en compte justement quel impact ça a sur comment représenter la figure humaine aujourd'hui, tous ces événements historiques, comment on peut peindre encore aujourd'hui après tout ça. Alors, Marcos, est-ce que tu peux parler justement de cette question du politique chez toi en prenant appui peut-être sur une série en particulier. Tu parlais par exemple récemment d'une série sur laquelle tu travailles où tu reprends des hommes politiques un peu en mode musée Grévin, si tu veux parler de choses nouvelles. Et comment justement tu t'écartes. Tu vois, on parle de Picasso, on a cette image de Guernica tous en tête où on se dit... Picasso est parti de photographies de la guerre, d'un bombardement d'un village basque. Et en fait, évidemment, les photos, on les a plus en mémoire. Et on a Guernica tous imprégnés dans la rétine. Et que tu as vu d'ailleurs, qui était en reproduction, comme dans beaucoup de foyers, oui. Oui, c'était un tableau que mon père il avait dans son bureau, au-dessus de sa table, donc une reproduction, bien sûr. Et en fait, c'est le premier tableau que j'ai vu... dont j'étais conscient vraiment, tableau. Après, on m'a raconté l'histoire de Guernica, pourquoi Picasso l'a peigné, tout ça. Et c'est vrai que c'est une constante, voilà, la guerre civile, après aussi, comme tu disais, le Shoah ou les choses qui sont passées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, disons, toujours un peu en relation avec ce qui se passe maintenant. Donc, je ne fais pas de peinture d'histoire purement sur une période ou sur un événement. Donc, ici, comme dans ce dessin-là, il y a une reproduction. Donc, je parlais qui était dans le bureau de mon père, qui est un peu froissé sur terre, avec tous les livres. Et sur le mur, il y a des citations de poètes espagnols de l'exil. Donc là, c'est un peu une allégorie d'un temps de grenier de mes parents, où il avait tous les livres, beaucoup sur la guerre civile, sur l'exil espagnol, ici en France surtout. Oui, oui. Et donc, c'est un peu un hommage parce que j'ai mis ma fille là-dedans. Donc, c'est un peu les 3 générations et la continuation de l'histoire. Voilà. Et bien sûr, c'est allégorique, ce n'est pas une illustration sur un certain événement. Oui. Et de ce que je disais tout à l'heure, l'aspect anachronique de mélanger ce que je fais maintenant. Je le fais maintenant sur un événement peut-être d'il y a 50 ans, 60 ans, et après un regard vers le futur aussi. Donc, absolument. Il y a 3 couches de temps qui... Oui. L'idée de quelque chose qui n'est pas littéral et qui n'est pas frontal, comme peut l'être en fait effectivement une peinture, une photographie de médias, et comme peut l'être d'ailleurs trop souvent parfois la peinture actuelle qui a tendance à trop se fixer à une source photographique unique et qui est un peu trop littéralement justement sur la source et qui du coup donne la sensation d'une illustration plus que d'une peinture. Alors Nazanin, justement, toi c'est pareil, on a la question du politique, tu as parlé tout à l'heure de tes origines, de l'Iran, bien évidemment qu'elle est présente chez toi, alors je te laisserai évoquer cette question, que ce soit par rapport à la question du féminisme ou que ce soit évidemment par rapport à la présence de la guerre qui est quand même très, très, très présente dans beaucoup de tableaux. Et comment, pour toi, il y a cette question quand même de résistance et de politique présente dans ta peinture? En fait, j'ai beaucoup aimé ce que Jean-Michel a dit quand il a dit pour nous, peindre, c'est tellement naturel, c'est la chose la plus naturelle. Et je veux dire, tu viens d'évoquer la vie familiale de Marcos. Moi, je suis un être sans avoir choisi ce destin-là.
politisé, la politique de la décision politique de plein de gens ont décidé de ma vie, puisque mes parents c'était des opposants au régime iranien, mon père a été assassiné, j'ai fui l'Iran, je suis une femme, je suis iranienne. Donc, naturellement, quand je peins, sans que je fasse même exprès, tout ça, ça vient dans ma peinture. Comme tu disais d'ailleurs, le métissage, l'hybridation de la peinture, elle est aussi ton intériorité, c'est-à-dire bien tu es sûr, de plusieurs cultures. Mais du coup, en fait, je refuse quand même à ce qu'on réduise le sens d'une toile un message politique ou au genre d'une personne que, bien sûr, parce que je suis une femme et je suis iranienne, etc., que je peins ça. Mais ma peinture n'est pas que ça. Et donc, en fait, j'ai toujours refusé qu'on réduise une peinture à un message politique. Parce que pour moi, justement, la peinture, c'est un endroit d'évasion et de liberté totale. Et que dire en permanence, c'est une peinture politique, c'est une peinture féministe, pour moi, c'est ma peinture et je suis cette personne-là. Absolument. Et surtout, la peinture, elle s'échappe en fait aux catégories. C'est un organisme vivant, c'est-à-dire que la question du regard, d'ailleurs, elle est là, elle est importante parce que c'est le spectateur qui va lire différents sens. Et effectivement, une bonne peinture, en tout cas, une peinture, c'est une peinture que vous allez attraper là et puis là, et selon votre intériorité, selon votre histoire, on va réécrire. Bon, c'est Duchamp qui disait ça. Le spectateur fait le tableau. On n'a rien inventé et je pense qu'il y a évidemment cette idée que l'œuvre n'est pas fixée. C'est aussi ce qui la distingue du flux des images médiatiques. Je pense, Jean-Michel Alberola, que vous êtes aussi d'accord sur cette question. Moi, j'aimerais bien que vous évoquiez la question du morcellement, parce que c'est hyper important, il me semble, cette idée dans l'idée du montage et de cette peinture en fait hybride que vous avez créée et qui morcelle en fait quelque part la figure. Comme toi, Julien, tu as une érosion de la figure qui échappe en fait au regard. Vous parlez parfois de corps social morcelé. Alors vous dites pareil que vous ne faites pas référence à un événement précis, c'est ce que disait Marcos aussi, c'est intéressant, mais que par contre vous étiez intéressé par comment la société aliène en fait l'individu. Et je pense à des séries en particulier récemment, 65, 66, 67 ou Le Roi de Rien. Je pense qu'il y a en fait ces questions qui sont en soubassement. Vous pouvez en parler un peu ? Je veux revenir sur ce qu'a dit Nazanin, Oui. c'est que si on cherche une question politique, si vous voulez, dans tout ce qu'on dit là, c'est simplement que lorsque nous décidons d'être peintre ou chanteur ou je sais pas quoi, c'est déjà une attitude politique dans le sens où on va pas rentrer, on va pas mettre les deux pieds dedans, si vous voulez. Nous, on met un pied ou un pied et demi ou un demi-pied, mais on met pas les deux pieds dedans. Donc, si vous voulez, on est déjà à la marge, quoi. Et le seul truc qui nous intéresse, c'est qu'on se met dans un coin, si vous voulez. Comme on se met dans un coin, on a une attitude politique parce qu'on rentre dans rien. En général, les artistes, je sais pas quoi, ça peut être même quelqu'un qui chante dans le métro ou des poètes. Il y a, je sais pas, vous avez qu'à aller à Place Saint-Sulpice au mois de juin. Il y a le marché de la poésie. Vous allez voir, il y a 3000 personnes qui sont là. Le poète, c'est le métier qui gagne le moins. C'est zéro. Ils gagnent zéro. Donc ils n'ont pas d'argent. Et vous allez voir la joie qui émane de cette position sociale, de ne pas être rentré dans le même moule que les autres, c'est tout. Donc après on nous reprochera toute notre vie. Il y a plein de gens qui nous reprochent d'être plus ou moins libres. Donc si on est libre, on ne gagne pas d'argent, etc., etc. Mais tout le monde nous en veut de ça. Beaucoup de personnes nous en veulent de ça. Elles sont prêtes à nous tuer, quoi. Alors donc, la position politique, elle est là. Oui, bien sûr. Après, qu'on utilise des slogans ou qu'on utilise des images politiques et tout ça, on les met au même niveau que tout le reste. On met une image de la manifestation, mettons, en Iran, au même niveau que la danse de Matisse. C'est pareil. Le truc est pareil. Si vous voulez, le seul truc politique qui existe chez l'artiste, c'est qu'il ne met pas les deux pieds dedans. C'est tout.
C'est tout. Et Julien, ça rejoint ce que dit Jean-Michel aussi et ce que disent Nazanin et Marcos, parce que toi, tu dis que tu es un corps politique aussi par nature. Un corps social, un corps, un corps On est tous politique. des corps sociaux, mais je crois que c'était pour ça, dire, donc je ne vais pas le répéter ce que vient de dire Jean-Michel, c'est qu'on on est un corps politique de toute façon d'emblée quand on décide d'être artiste. Et tu peux évoquer quand même par contre comment tu sais la question de tu revisites le paysage, la question du rapport à la nature, les champignons qui reviennent dans les tableaux, comment dans le Ça n'a pas grand-chose à voir avec la politique alors. dans ce que tu traites, non, parce que c'est le rapport au monde en fait, tu sais, dans le politique, il y a la question en fait d'une ouverture aux enjeux sociétaux, environnementaux. Oui, bah alors je crois que c'est une discussion qu'on avait eue toi et moi sur les signaux faibles. C'est ça. Ça c'est super intéressant quoi. Alors vas-y. Pourquoi est-ce que en plus ça fait référence au marché, mais presque la bourse, tu vois. Il y a toujours, tu sais pas pourquoi, il y a un moment un truc qui émerge, quoi. C'est un gloubi-boulga d'un truc, l'algorithme on le comprend pas, mais à un moment il y a un truc qui émerge. On peut avoir une compréhension du monde, d'après moi, donc qui est éminemment politique, c'est-à-dire s'intéresser à tout, et à un moment donné il y a un signe faible, un truc qui sifflote, quoi. Et là par contre, là tu peux l'épuiser à l'infini, c'est fabuleux. Donc ça raconte la grande histoire, mais par un tout petit bout de la lorgnette, quoi. Ce qui est assez fabuleux, parce que souvent d'ailleurs dans la grande histoire, les grands signes on les oublie. Alors que les petits bouts de la lorgnette, il y a des trucs qui restent, quoi. Il y a des petits bouts, des petits trucs qui restent dans les tableaux. Donc, c'est vrai qu'on avait parlé, toi et moi, de cette histoire de paysage. Alors, c'est du pur ornement. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis parti de Paris, je suis arrivé dans un petit village, et mon petit village est sur une butte. Donc, j'ai une vue sur la Touraine qui est, à perte de vue, assez plat. C'est pas un paysage flamboyant, mais c'est tout plat. Et je vois des maisons à 1 kilomètre, je vois le TGV qui passe à 6-7 km comme un espèce de petit insecte sur le bout du paysage. Et à force de le voir, parce que c'est chez moi, hein, de mon jardin, je vois ça, c'est rentré dans mes tableaux, quoi. Donc il y a beaucoup de tableaux comme celui-ci, où le fond, c'est ces espèces de paysages à perte de vue. Et alors un truc plus pictural, c'est que je me suis dit, en plus, ça se réfère à une certaine histoire du paysage, voilà. On a vu des paysages du dessus, on a vu des paysages... Moi, c'est une vue qui ressemble un peu à une vue de drone, tu vois. Cette espèce d'œil omniscient, comme il peut exister en littérature. En peinture, c'est compliqué, l'œil omniscient. Mais le drone permet ça. C'est comme une espèce de troisième œil qui va se balader et qui voit avec une perfection des choses que normalement, on ne peut pas atteindre, quoi. Et en plus, c'est biaisé parce que je crois qu'il y a certaines vues de drone, on voit tout aussi bien de loin que dessous, que sur les côtés. C'est une vue qu'on appelle fisheye, tu vois, un peu, ce genre de choses. Et j'ai fait rentrer ça dans les tableaux, quoi, voilà. Donc oui, on passe au-dessus du paysage, on survole, mais en même temps on voit aussi l'horizon. Il n'y a rien qui tient, hein. Il y a rien qui tient. C'est comme les perspectives très anciennes, il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui est vrai là-dedans. Hein. En fait, l'œil ne peut pas voir ça, c'est pas possible. Donc j'ai fait rentrer ça dans le tableau. Ce qui rejoint notre histoire de planéité, de surface, et de circulation de l'œil. J'ai toujours eu l'impression d'où je regarde un objet, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'en fais Et la question du paysage, elle est dans la peinture, elle est extraordinaire, quoi. Voilà. Où est-ce qu'on se place? Est-ce que c'est nous qui regardons? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un faux paysage? Est-ce que c'est un paysage fantasmé? Est-ce que c'est un archétype de paysage? Est-ce que tout est vrai? Ouais, voilà. Et alors sur la question pour terminer sur cette histoire du politique et de par essence, par nature, je pense qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, Nazanin et Marcos, je sais, on demandera à Jean-Michel et à Julien, que vous peignez très lentement et en fait que c'est comme tu parles de mantra, Nazanin, presque, de voyage, donc vous plongez dans une peinture pendant très très longtemps et qu'il y a à la fois, je trouve, l'amour des textures, du vivant, de la lumière, de la vie, de la peau, de l'humain, et en même temps une forme de quelque chose qui résiste en fait au flux de la rapidité du monde aujourd'hui, au vertige en fait. Presque, tu vois, quelque chose de politique et du coup de philosophique, c'est-à-dire d'un besoin, tu vois, de quelque chose qui te permet de je sais pas, un gris-gris coloré, quoi, qui conjure la mort, la violence. Comment tu pourrais parler de ça, Marcos, par rapport à ce temps long qui est spécifique au temps de l'atelier? Oui, c'est vrai que on passe beaucoup de temps à faire une image qui en plus qui est pas fixe depuis le début, donc ça change. Donc, ce qui en principe c'est intéressant aussi parce que disons que l'image il bouge, on peut le changer, tu as envie de le changer et tu t'arrêtes pas avant que tu penses que c'est ce que tu cherches, même si au début tu savais pas qu'est-ce que tu allais faire.
Et en plus, que c'est vrai que la question de temps, c'est quand même assez important pour, dans le travail de l'atelier. Et par rapport à tous les images qu'on voit vite fait par toute la journée, et c'est comme tu dis, c'est une espèce de résistance à ça, et de passer beaucoup de temps à faire ça. Mais c'est pas un truc qu'on fait, c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on ne veut pas travailler vite. C'est juste que chacun travaille à sa façon, et je sais que ça me prend du temps, et par rapport à la composition aussi qui n'est pas établie depuis le début. Donc, et voilà, c'est comme ça. Et de ce dernier temps, j'avais pensé, il y a toujours une date pour que tu dois finir un tableau pour telle ou telle date, pour une exposition, je ne sais pas quoi. Et finalement, tu penses, je pourrais travailler 4-5 ans encore sur la même image, et peut-être je vais le faire une fois, à un moment donné, je vais le faire, de continuer, si j'ai la nécessité de le faire. Et tu sais que peut-être le galeriste ne va pas être content, un truc comme ça, mais je ne sais pas, c'est un truc qui vient comme ça. Voilà. Et toi, Nazanin? En fait, le temps d'une peinture fait partie des sujets très importants de ma vie, parce que effectivement, je suis très très lente. Mais c'est des choses aussi auxquelles je pense très récemment, où je me dis pourquoi on peint, pourquoi on crée. C'est tout simplement par notre instinct de survie, c'est tout simplement pour lutter contre notre impuissance par rapport à la mort qu'on crée. Et donc, quand ça va lentement, c'est comme si moi j'allais un peu plus lentement vers la mort. Alors je me dis, si je fais des tableaux très rapides, ça m'approche encore plus rapidement vers la mort. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Et il y a aussi quelque chose qui est que je pense que quand on peint, tous les peintres inconsciemment ils ressentent ça, c'est la puissance. Ça veut dire quand tu peins, que tu crées un monde sur une grande ou petite surface, tu es pour toi un dieu. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans l'islam, la figuration est interdite parce que tu rivalises la création de Dieu. Et tout ça, je trouve ça absolument fascinant. Et du coup, ce temps, en plus je suis de tempérament très impatiente, je me dis, ce temps lent de la peinture, c'est ainsi que je dois apprendre à vivre. C'est un défi. Ça m'oblige à être patiente et je peux passer 3 mois sur une toile, 4 mois sur une toile. Et aussi, je pense que c'est un temps de méditation. La vie devient plus agréable pendant qu'on peint. Et ce temps qui est très lent, aussi, il faut accepter. Parfois, je me dis, je ne suis pas assez douée. Si j'étais plus douée, ça serait allé plus vite. C'est ça. Parce que vous le cherchez quand même, c'est poussé très loin. Marcos, toi, c'est pareil. Des détails, en fait, de colliers avec des perles, de milliers de perles qui vont être traitées de perle après perle, après perle, après perle. Tu t'infliges. Tu parlais de sacerdoce, Marcos, aussi, tu sais, un truc un peu... Une espèce de moine. Oui, de travail de moine, qui rejoint ton idée du mantra, enfin, tu sais, de la méditation, quoi. Mais tu as besoin, je sais pas, c'est une nécessité vraiment. Voilà, une fois que tu as au début, tu penses, je vais faire le perle. Tu sais que tu vas passer longtemps à le faire, mais tu sens la nécessité de le faire parce que si tu ne le fais pas, c'est feignant. Tu ne fais pas parce que ça prend trop de temps. Donc c'est vrai que c'est une espèce de transe, de méditation en train de le faire, et c'est une jouissance d'avoir un effet comme ça. Hein? Et donc, tu continues et tu rentres vraiment dans tu te concentres sur ça. Et c'est super. C'est vraiment génial de passer. Absolument, je comprends. On peut avoir des plongées dans la lecture ou l'écriture aussi. Mais du coup, Jean-Michel, comment ça se présente? Vous avez une peinture qui est très différente de Nazanin et de Marcos. Mais comment se déploie le temps à l'atelier? Vous êtes lent? Non, mais je vais dire une chose affreuse. Hein, c'est-à-dire, donc je mets très très longtemps pour faire les tableaux parce que la plupart du temps, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est vrai, ça ne m'intéresse pas. C'est un truc, je préfère marcher dans la rue, regarder les gens.
lire ou je branle rien, quoi. La plupart du temps, je branle rien. Mais disons qu'il y a des tableaux qui sont très très longs à venir parce que la plupart du temps, ça ne m'intéresse pas. Donc il y a le record, je crois, c'est 14 ans, quoi. Donc, c'est-à-dire à un moment donné, je fais quelque chose, je termine le tableau qui a été commencé il y a 5 ans ou 8 ans ou je sais pas quoi. Et puis, tout d'un coup, ça m'ennuie profondément. Donc là, il est fini, c'est bon. Tout d'un coup, il n'y a plus rien, je vois plus rien, quoi. Mais après, si je le reprends, parce que mettons quand je donne des tableaux à la galerie qui ont été montrés, qui n'ont pas été vendus, je dis aux galeries, je lui dis, ben, tu veux pas me passer le tableau, là, je vais peut-être faire un truc encore. Donc il dure encore 2 ans de plus, vous voyez. Mais si vous voulez, ce temps, alors que je pense tout le temps au tableau dans la rue, quoi. C'est un truc permanent. Du coup, c'est le temps entre le entre tableau. À un moment donné, ça va m'intéresser un peu, donc je le fais. Mais d'arriver à un état où j'ai pas de, il y a pas de, c'est du pur instinct. Il y a un moment donné, c'est du pur instinct. C'est-à-dire, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. C'est simplement le fait de peindre, quoi. Et je pense que pour tous, c'est pareil. C'est-à-dire, à un moment donné, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de. C'est juste, il faut faire l'image. Mais quand on demande à qui est-ce qui a fait la chambre des époux à Mantoue, là, c'est la chambre des époux. Qui peut me dire ça? La chambre des époux. C'est Mantegna. Mantegna, voilà. Donc, quand le duc de Mantoue écrit à Mantegna, voilà, j'ai un palais, je vais construire un palais, le palais ducal, etc. Et il faudrait que vous fassiez une grande fresque au palais ducal. Et donc Mantegna lui dit, ben, d'accord, je le fais. D'accord. Donc le duc de Mantoue lui dit, mais vous allez venir quand? Et Mantegna lui dit, ben, je vais venir dans 3 ans. Alors, donc le duc de Mantoue dit, mais pourquoi 3 ans? Il dit, parce qu'il faut que je finisse un tableau. Mais quand on voit les tableaux de Marcos ou de Nazé, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour les faire. Et donc, si vous voulez, le grand principe de l'œuvre d'art, c'est que c'est une occupation du temps, c'est tout. C'est simplement, au lieu d'aller au bistrot, on est à l'atelier. Vous voyez le truc, en gros, c'est ça. Et en plus, ça nous plaît, quoi. Comme remarquez, les gens qui vont au bistrot aussi, ça leur plaît. Mais c'est un truc très simple, toujours. Ça prend du temps, ça prend du temps. C'est compliqué. Même Rothko, ça prenait du temps. Tout prend du temps, parce qu'il faut bien faire les choses comme des horlogers, vous voyez. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Oui, et ce temps chez toi, Julien, du coup, comment il s'étire ce temps entre des tableaux sur lesquels tu reviens Alors moi je suis vraiment d'accord avec ça. Il y a des tableaux que j'ai pas du tout envie de faire. Je vais à l'atelier, j'ai pas envie, je voudrais être autre part, je me force parce que j'ai pas mes enfants qui sont là. Bien sûr que c'est ce moment-là que je vais prendre pour aller bosser. Sinon je peins jamais. Donc il y a vraiment des moments j'ai pas envie d'y être. Mais parfois c'est souvent les moments qui sont parfois les plus agréables. Hein. Peindre malade ou en lendemain de cuite, c'est pas mal. Parce qu'on n'a pas envie d'être là, mais il y a un petit truc qui se passe, quoi. Souvent qui a à voir avec une mauvaise note, quoi, une mauvaise note dans une mélodie ou ce genre de choses. Mais je crois que j'ai réglé des trucs qui ont à voir avec le temps en peinture. C'est-à-dire que dans mon tableau, il y a des moments très gestuels avec des spatules, je m'en fous partout, et des moments où je peins les petites maisons dont je vous parlais, même si c'est du transfert, je suis obligé de me les fader, de les peindre un petit peu, de les transférer ensuite, et elles ont l'air abîmées parce que la surface sur laquelle je les transfère est abîmée. Et donc j'ai la chance, mais c'est sûrement... c'est pas fortuit, j'ai dû le décider, quoi. J'ai tous ces temps-là dans ma peinture. Du coup, parfois, quand en effet, j'ai pas envie de me fader les petites maisons, les petits machins, c'est très bien. Je prends ma spatule et puis je prépare des tableaux, quoi. Et ça, c'est pas du tout les mêmes gestes, pas du tout les mêmes temps, c'est pas le même recul, pas la même utilisation de la matière, pas le même rapport à la toile. Voilà, j'ai réglé ça un peu comme ça parce que c'est vrai parfois je me lance dans des trucs et à peine commencé, je me dis oh, c'est pas possible, quoi. Je me suis vraiment lancé là-dedans. Je pensais que ça irait vite et je vois que ça prend X temps. Mais alors, c'est un temps qui doit n'avoir strictement rien à voir avec Marcos et Nazanin, hein, parce que si je passe plus d'un mois sur un tableau, je pète les plombs, quoi. C'est un mois max, quoi. Ah si, un mois. Ça peut t'arriver de laisser de côté et de reprendre Ah oui, ça, bien sûr. Ouais. Mais je veux dire Oui. Disons qu'on décide d'un point A à un point Z, on amène le tableau jusqu'à au moment où on pense qu'il est terminé. Si vraiment je travaille comme un ouvrier, quoi, quasiment à l'horaire et tout ça, c'est un mois, pas plus, parce que sinon je deviens fou, quoi.
Ce qui est ridicule hein, dans l'histoire de l'art, c'est absolument ridicule. Mais du coup, je trouve des subterfuges, quoi. Je me suis rendu compte qu'avec mes histoires de transfert, de toute façon, il y avait une certaine densité de détails qu'il n'était pas nécessaire ou même inutile d'atteindre, parce que quand je fais le transfert, ça se voit plus. Voilà. Donc il y a un truc entre deux, comme ça, je trouve c'est un truc, quoi. C'est un truc. Nazanin, tu veux rebondir sur ce temps de l'atelier? Oui, en fait, c'est aussi sur le sujet du temps. Je trouve ça intéressant. Tous les peintres, on se parle comme ça, en fait, comme si la peinture devenait une mesure aussi importante que le temps. Genre, il te reste combien de toiles à peindre, tu dois faire combien de toiles, etc. Et c'est comme si, à un moment donné, je me disais, au lieu de combien d'années me reste à vivre, combien de toiles me reste à faire. C'est une mesure à part, la peinture en elle-même. Absolument, absolument. Et je terminerai du coup par une petite conclusion de 2 minutes sur la question du temps du regard, parce que le temps du regard, ça échappe au peintre, mais c'est un peu ce qui fait aussi que la peinture, on l'a bien compris, ce n'est donc pas une image. C'est la question de comment nous-mêmes, en fait, on est en tant que spectateurs embarqués en fait dans cette peinture qui aura été faite donc avec plus ou moins de désir, de sensualité, ou plus ou moins de traînage de savate, plus ou moins de temps étiré, ou plus ou moins de rapidité du geste. Mais en tout cas, nous, l'œil est pris au piège là-dedans. Donc il y a vraiment cette idée de regard pris au piège. Et de voyage, je dirais aussi temporel, parce que ce qui est très étrange dans cette magie de la peinture, que n'a pas évidemment l'image photographique, c'est cette capacité de lever un temps inconnu, en fait, quelque part. Et d'avoir, Walter Benjamin d'ailleurs parlait de remémoration et de mémoire, en fait, de l'enfance presque, qui ressurgit, donc qui est dans un tableau qui n'a pas été fait par vous-même, par des peintres qui ont leur histoire, et puis qui soudain va vous parler à vous et s'ouvrir à votre propre histoire. Et je pense aussi que la mémoire collective, on ne l'a pas trop évoqué, mais que manipule de manière plus ou moins directe Jean-Michel, Julien, Nazanin et Marcos, ce sont évidemment des images fantômes, des images survivantes, c'est-à-dire des images vivantes qui produisent de l'affect, en fait, dans la mémoire collective et dans nos mémoires à tous. Et donc, bien évidemment, je ne sais pas moi, le gisant, la crucifixion, c'est des choses qui réveillent comme ça un affect. Donc, toute cette question du temps de la peinture, elle se traduit aussi dans ce temps du regard qui est invité justement à se perdre aussi. Et je pense d'ailleurs, Nazanin, c'est beau ce que tu disais sur la question du rapport au temps comme repousser en fait la mort. Et je pense, dans le travail d'écriture, c'est exactement pareil. Et je pense même que dans l'amour qu'on peut avoir pour la peinture à regarder, il y a en fait cette idée de conjurer en fait le temps. Malraux parle très bien de ça dans Les Voix du silence. Il dit que l'art est un antidestin et que l'homme est le premier animal qui porte en lui la mort et qui lui porte vers elle un temps inconnu, qui est le temps de la peinture. Et en fait, pour nous, c'est pareil. Le temps d'arrêt, de voyage dans une peinture, c'est un temps qui s'arrête. On voyage et finalement on se soustrait l'espace du temps du regard au cours banal des choses, quoi. Et ça, c'est sûr que le flux vertigineux, la vitesse du monde actuel, elle nous le donne pas, et même au contraire, elle nous fait perdre nos repères, elle nous fait perdre notre ancrage. Et l'art, c'est aussi ce qui relie les individus, ce qui nous relie entre nous, et qui redonne évidemment du sens dans un monde saturé de superficialité, de bêtises, et qui évidemment permet de marcher sur ses 2 pieds. La tête à l'envers, mais sur ses 2 pieds. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être venus. Je remercie Jean-Michel, Julien, Marcos et Nazanin. Et si vous avez des questions à poser aux artistes, bien évidemment, c'est avec plaisir, on est là pour échanger avec vous. Merci.